Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre dans votre magazine d'entretien Questions directes. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir sur ce plateau le député national, l'honorable Guy Mafuta, qui est en séjour à Lubumbashi. Il est élu de la ville de Tshikapa. Avec lui, nous allons essayer de nous entretenir sur le point qui domine l'actualité en République démocratique du Congo, notamment sur la session parlementaire de septembre. Honorable Guy Mafuta, bonsoir. Bonsoir. Merci de nous accorder cette interview. Je venais de le dire que vous êtes élu de Tshikapa, puisque vous revenez des vacances parlementaires. Comment d'abord se présente la santé de la ville de Tshikapa? Merci beaucoup. À Tshikapa, nous allons bien. Ce sont les mêmes problèmes que nous rencontrons un peu partout. Tshikapa, Lubumbashi, Kolwezi, ce sont les mêmes problèmes. Les problèmes de base, les problèmes sociaux. La santé, l'éducation, le manger, c'est ce qui préoccupe les populations là-bas. Nous avons, comme le veut la Constitution et notre règlement, réalisé notre vacances parlementaires. Nous avons récolté les désidératas de la population et nous avons fait rapport de ce qu'on a constaté. Et je crois qu'on va en parler lors de la session. On va essayer d'intégrer les besoins de la population dans le budget qui sera, dans le projet de budget qui sera soumis au Parlement, et à notre niveau on verra qu'est-ce qu'il faut aussi placer pour que la population, non seulement de Tshikapa, mais aussi de tout le Congo, puisse trouver son compte dans le budget de l'État. Oui, puisque vous parlez des difficultés, parce que les échos qui nous parviennent ici à Lubumbashi, c'est que la vie est très difficile à Tshikapa. Est-ce qu'on peut connaître de manière peut-être brève les difficultés que nos compatriotes connaissent? La vie, effectivement, elle est difficile. Vous savez, avec la pandémie qui veut tout excuser, mais en réalité, l'État devrait jouer son rôle au-delà de la pandémie. Nous avons vu ailleurs, malgré la pandémie, l'État a su quand même suppléer à ce que la population a eu à manquer. Vous savez, en termes de santé, c'est vraiment difficile de trouver les infrastructures hospitalières de très bonne qualité. Les médicaments posent problème. En termes d'infrastructures routières, rouler, c'est vrai, la nationale numéro 1 a été quand même réhabilitée, déjà avec l'ancien président. Nous pouvons rouler de Kinshasa à Tshikapa sur une bonne chaussée. Là, c'est une très bonne chose, mais faut-il encore travailler les routes de dessert agricole pour permettre à la population qui fait le champ d'évacuer les marchandises. Vous arrivez à Tshikapa, vous voyez des mamans qui se lèvent à 3 heures du matin pour faire 4 heures de marche, venir vendre juste un petit panier de manioc à 10 000, 20 000 de francs congolais. C'est quand même difficile pour ces mamans-là. Donc autant de problèmes que nous rencontrons là-bas. Notre rôle, c'est de plaider, de relever cela et de porter au grand public, de porter à l'autorité pour que solution soit trouvée. Alors, nous allons maintenant à l'hémicycle national. Nous avons suivi, vous avez adressé une question orale au ministre de Pétentique. C'est quoi les substances? En fait, comme tout Congolais, nous étions surpris de lire l'arrêté du ministre qui instaure une somme que nous, consommateurs, utilisateurs de téléphones, devrions payer. C'est de 1 à 7 dollars l'an et renouvelable. Nous étions quand même surpris, on se demandait cette somme d'argent-là. D'ailleurs, j'ai vu ici déjà à Lubumbashi, j'ai vu des messages comme pour dire la rame va commencer à être payée. Nous nous disons, c'est quelle sorte de cotisation? Est-ce une taxe? Est-ce une redevance? Est-ce un impôt? On ne sait rien. Mais quand vous suivez, le ministre parle de redevance. Mais quand vous suivez le président, le directeur général de la Haute Autorité de Régulation des Postes et Télécommunications, lui parle de rémunération. Déjà à ce niveau-là, il y a un problème. Nous disons que c'est un arrêté qui viole non seulement la Constitution, mais également la loi cadre sur les télécommunications. Au-delà du fait que sur le plan social, c'est quand même pas normal que la population qui souffre déjà, qu'elle arrive à cotiser de 1 à 7 dollars pour son propre téléphone.
Vous savez, si à Kinshasa ou à Lubumbashi, 1 à 7 dollars, c'est rien. Mais nous qui vivons dans le Congo profond, à Chikapa notamment, 2 dollars, 3 dollars, c'est beaucoup. C'est beaucoup d'argent parce que la population souffre. Aujourd'hui, le téléphone, c'est un support par excellence pour l'accès à l'information. On peut être informé par le téléphone, on peut faire des recherches par le téléphone, on peut aussi être éduqué. Vous avez vu avec les formations en ligne par son téléphone. Et notre constitution fait du droit à l'information un droit sacré. Quand vous ôtez la population de ce téléphone qui lui permet d'accéder à l'information, c'est quand même un problème. Et aussi quand vous lisez dans cet arrêté-là, on vous dit voilà, la RPTC va confier ou peut confier la gestion de ce programme d'identification des téléphones à un partenaire privé. Nous disons non. Du point de vue constitutionnel, le secret de la vie privée est protégé. Quand moi j'achète ma SIM auprès d'un opérateur de téléphonie cellulaire, en réalité c'est un contrat que je signe avec cet opérateur. De quel droit le ministre peut déroger à cela? Parce qu'un opérateur privé, un privé qui accéderait à mes données, a accès aussi à mes informations privées. Ce n'est pas normal, ça viole la Constitution. Et même quand vous lisez aussi dans cet arrêté-là, on vous dit et les téléphones qui sont piratés et les téléphones authentiques, tous payent. Mais finalement, ce sont des problèmes qui nous poussent à demander au ministre des explications. Donc tout ce qu'il a avancé comme argument, il parle de la lutte contre la contrefaçon. Non. Il existe une loi qui condamne, qui lutte contre, qui réprime la contrefaçon. Elle existe. Cette loi-là n'est pas abrogée. Pourquoi créer encore une autre loi? Il dit voilà, c'est pour nous protéger contre la santé. Et quand vous avez un téléphone falsifié, vous avez 24 mois de sursis. On se dit, mais les 24 mois-là viennent d'où? Est-ce qu'il existe une étude médicale qui montre que quand le téléphone est un téléphone pirate, pendant 24 mois, la santé n'est pas entamée? Non, sur base de quoi le ministre peut dire ça? Donc autant de contradictions qui nous poussent à demander des explications au ministre pour enfin retirer son arrêté. Et côté mobilisation des recettes, est-ce que cette loi n'est pas encouragée quand même pour accroître les recettes? Mon frère, on ne va pas accroître les recettes sur la misère du peuple congolais. C'est bien beau de vouloir renflouer les caisses de la RPTC, c'est bien beau, mais pas sur la pauvreté des gens, pas sur les Congolais qui souffrent déjà. Comprenez? Comment voulez-vous que vous autorisez les téléphones falsifiés, contrefaits, à être vendus au Congo, à traverser nos frontières pendant qu'il y a l'OCC qui est là, à être vendus au Congo, dans nos boutiques, dans nos alimentations, et ces boutiques-là payent l'impôt à l'État congolais. Et moi, pauvre Congolais qui ai acheté un téléphone contrefait, vous voulez me priver de l'usage de ce téléphone en me bouchant. Ce n'est pas normal. Le rôle de l'État, c'est protéger la population à l'entrée de la frontière. Tous les pays le font. Pourquoi en Chine ou je sais moi ailleurs, quand ils fabriquent des téléphones, les mauvais, on dit ça c'est pour le Congo. Et quand il faut aller en Afrique du Sud, on tient compte de la qualité. Je crois que le Congolais doit se faire respecter et cela doit commencer par nos autorités. En faisant des structures nationales telles que l'OCC, à les outillant pour protéger la consommation à l'intérieur du pays. C'est le rôle de l'État et faire payer le Congolais à cause de cette faiblesse-là, je trouve que ce n'est pas normal. D'accord. Alors, honorable Guy Mafuta, vous êtes député national, c'est vous l'autorité budgétaire. Aujourd'hui, il y a trop de confusion dans la population. Est-ce qu'on peut d'abord savoir le budget du Congo est de combien? Vous savez, il y avait un budget qu'on avait voté, hein. On a parlé de dizaines de milliards de dollars, mais la réalité est qu'on n'a pas atteint ça. Et comme je l'ai dit, le Covid aussi, la Covid excuse tout aujourd'hui, c'est un beau prétexte, hein. Il y a eu Covid, on n'a pas pu mobiliser les recettes, ce qui est vrai aussi. Mais le budget, nous avons reçu déjà la proposition de loi rectificative du budget que nous sommes en train d'examiner. Il y aura des plénières là-dessus. Nous allons voir qu'est-ce que le gouvernement y a inscrit réellement. Est-il que je ne crois pas que le budget ait atteint ne serait-ce que 5 milliards. C'est difficile. Nous allons voir avec ce qui va arriver.
Et le gouvernement n'a pas su mobiliser les recettes telles qu'initialement prévues. D'accord. Peut-être on peut espérer qu'il peut y avoir mieux cette année. Parce que ça pose déjà problème par rapport à cette rentrée scolaire aujourd'hui qui est timide. Un petit mot ou une petite analyse par rapport à ça? Est-ce que c'est par rapport à ces déficits budgétaires? Bon, déjà la vie du Congolais est précaire depuis un temps. Hein. On n'a pas l'argent. Même nous députés là, c'est quand même assez difficile. Oui. Et que dire du Congolais moyen et du Congolais qui vit dans le Congo profond? La vie est très dure. Même quand vous allez à Kinshasa, la veille de la rentrée, l'engouement habituel, l'engouement qui a toujours caractérisé cette période n'a pas été enregistré cette année. C'est parce qu'il n'y a pas l'argent. Déjà au niveau des importations, les importations ont vraiment baissé. Quand vous voyez même dans nos quotidiens, nos frères qui font le commerce, généralement c'est en Asie, beaucoup n'ont pas voyagé. Donc il n'y a pas eu de rentrée. C'est quand même assez difficile. Ce qui fait que beaucoup n'ont pas su apprêter les enfants pour la rentrée scolaire. Ça, c'est une difficulté. Et la deuxième aussi, vous savez, on a amorcé, on a poursuivi avec la gratuité qui a été étendue partout. Qui dit gratuité, ça veut dire que l'État doit mobiliser suffisamment d'argent pour payer les enseignants. Vous avez les milliers des NU qui attendent le paiement. Ça encore, c'est un problème. Mais j'ai appris, j'ai suivi que le gouvernement allait prendre en charge 58 000 NU. Si cela est fait, c'est quelque chose quand même à encourager. Mais la réalité demeure, la difficulté financière est là. Et les ressources ne permettent pas que certaines choses, quoique bonnes, soient faites. Donc il est grand temps pour nous de prendre conscience de cela et de mobiliser davantage les ressources. Le plus grand problème du Congo, là toujours dit, c'est la capacité de mobiliser les ressources. Beaucoup parlent de coulage et autres. Je prends un exemple. Avant de venir ici, j'ai été reçu par la DGI parce que je devais poser un problème. Quand je prends la province de Chikapa, l'entité DGI, qui n'a que 2 centres là-bas, sur 2 centres, il n'y a pas 5 personnes qui sont payées. Les directeurs et les chefs de bureau, 5. Je suis sérieux, il n'y a pas plus de 5 agents de la DGI payés. Et vous demandez à une entité comme ça de mobiliser les recettes pour le compte de la DGI. Tous ces travailleurs qui vont de porte en porte percevoir les hyper et les IRL, ils ne sont pas payés, ils n'ont aucun salaire. Comment voulez-vous qu'ils atteignent les assignations? C'est quand même assez difficile. La mobilisation des ressources, la collecte des fonds a un coût, il faut le payer. D'accord. Alors, est-ce qu'on doit finalement continuer à parler de cette gratuité si les choses sont difficiles? Est-ce que vous ne pensez pas qu'on doit d'abord revenir en attendant à l'ancien système? En fait, il le faut parce que c'est une disposition constitutionnelle. Je connais assez le secteur pour y avoir travaillé pendant un bon moment. À l'époque, c'était une gratuité graduelle. Hein. On a commencé par la première, la deuxième, et c'est un peu... Parce que qui dit gratuité, il y a de l'autre côté aussi la qualité de l'enseignement. Il ne faudrait pas détruire non plus la qualité en allant avec une gratuité non maîtrisée et non contrôlée. Il y a ces deux aspects. Les élèves, les enfants congolais ont droit à l'éducation et l'éducation de base doit être gratuite. Ça, c'est un premier volet. Et le deuxième aussi, la qualité de l'éducation. À quoi sert d'avoir un diplômé qui en réalité a des connaissances à peu près, qui n'a rien compris? Il faut aussi privilégier la qualité. Et qui dit qualité, ce sont les moyens, les programmes scolaires, les manuels scolaires, l'enseignant lui-même qui doit être motivé avec un bon salaire, qui doit aussi être formé, dont la formation doit être continue. Tout ça, c'est beaucoup de moyens qui malheureusement font défaut au Congo ici. Mais je crois qu'il faut quand même bien repenser la chose, maintenir le cap pour la gratuité, mais aussi avoir un œil regardant sur la qualité de l'enseignement aussi. Alors, honorable, une question directe. Il y en a qui accusent sans froid aux yeux l'Église catholique et le FCC d'empêcher ce projet ou ces plans du président de la République. Bon, je ne sais pas, le FCC l'empêche en quoi faisant? En interdisant aux
ministre de prendre des mesures. Je crois que c'est le ministre qui est là, c'est un ministre du FCC et de surcroît du PPRD. Celui qui est là, mais qui s'active aussi pour que cette gratuité-là soit effective. Je crois que cela dit tout, répond à tout. Le problème, il est plus que ça, il est beaucoup plus profond que ça. Il y a un président qui est là, qui doit s'assumer comme président. Il y a un ministre qui est là, qui doit également s'assumer. Et l'État, l'appareil État, c'est plusieurs compartiments. Chaque compartiment doit jouer son rôle. Le Parlement doit jouer son rôle. La société civile aussi doit jouer son rôle. Qui dit société civile sont les forces vives. La population aussi doit maintenir une certaine pression pour revendiquer ce qui lui revient. C'est comme ça que la machine État peut bien fonctionner. Alors, honorable, on a dit que cette session risque de ne pas être essentiellement budgétaire parce que c'est une session de grands enjeux. Est-ce que c'est le cas? Bon, budgétaire, elle est du fait de la Constitution parce que le gouvernement doit déposer son projet de budget pour être examiné et adopté par l'Assemblée nationale pour enfin être coulé ou promulgué en loi par le chef de l'État. Mais à côté de cela, il y a aussi des réalités politiques qui sont d'actualité. Il y a des échéances qu'il faille respecter en réalité, des échéances électorales qui ont des préalables aussi. Tout cela pourrait faire que lors de cette session, que certaines questions essentielles, je ne dirais pas sensibles, moi je préfère le terme essentiel, soient quand même abordées aussi. Alors, j'aimerais que nous puissions rentrer le jour où je peux me permettre de le dire, de la rentrée parlementaire, où on a assisté quand même à la présence du sénateur à vie. Parce qu'il y a une interprétation particulière par rapport à sa présence au Sénat. Vous savez, chacun peut y voir ce qu'il veut voir. Hein. Mais moi, je crois que c'est quand même la foi en la République, hein, la foi aux institutions, se dire que je suis sénateur à vie, mais je ne suis pas au-dessus des institutions de l'État. Je viens siéger et c'est quand même un acte encouragé, un acte qui, moi personnellement, m'a réconforté dans ma vision républicaine de l'État. Et je crois que je ne vais pas aller au-delà de ça. Mais évidemment, beaucoup peuvent interpréter, dire ce qu'ils veulent. J'ai lu à gauche et à droite. Mais pour moi, c'est cette foi en la République. C'est un acte de haute portée républicaine que l'ancien chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, a posé. Et rien de plus. Il y en a qui vont jusqu'au loin à dire qu'il veut revenir en 2023. Lui-même n'a encore rien dit jusque-là. Lui-même n'a encore rien dit jusque-là. Donc il faut attendre qu'il le déclare. Lui-même n'a encore rien dit, mais comme je l'ai dit, l'État est au-dessus de tout. Nous avons une constitution qui peut être interprétée dans la rue, mais l'interprétation de la constitution, c'est au niveau de la Cour constitutionnelle. Au moment opportun, si cette volonté est affichée et surtout exprimée, s'il y a contestation, ce sera la Cour constitutionnelle d'interpréter. Ce n'est pas à moi, Guy Mafouta, de dire qu'il est en droit ou il n'est pas en droit. En tant qu'intellectuel, en tant que juriste, je peux donner un avis, je peux dire ce que la Constitution dit, je peux donner ma compréhension de la Constitution. Mais ce n'est pas pour rien que la Constitution elle-même a prévu qu'en cas de difficulté d'interprétation, que seule la Cour constitutionnelle puisse interpréter. Je crois que c'est ça, et il ne faut pas mettre la charrue devant le bœuf. Mais comme je l'ai dit, lui-même n'a encore rien dit, ne s'est pas exprimé. Donc on ne peut pas non plus lui imputer ce qu'il n'a pas dit. D'accord. Alors, honorable, nous avons actuellement un gouvernement de coalition FCC-CACH. Aujourd'hui, si on vous demandait, en tant que député national, d'évaluer cette coalition, est-ce qu'elle est pour les saluts de la République? Bon, il y a la coalition en soi comme cet accord, hein, ce partenariat politique, et la coalition comme étant un cadre qui devrait en principe aider le pays à aller de l'avant. Je crois qu'il ne faut pas être député pour constater que les choses ne tournent pas telles qu'on l'aurait souhaité. Pourquoi? Il faut voir les différentes querelles. Je crois qu'un mandat ne devrait pas se résumer juste aux questions électorales. Il y a des questions sociales qui doivent aussi faire partie du débat national, du débat républicain. La question de la santé, la question de l'éducation, la question de la recherche. Parce qu'aucun pays ne peut se projeter
20, 30 ans dans l'avenir sans recherche. Tous ces universitaires-là, je ferai d'ailleurs, comme d'habitude, un tour à Kassapa. Tout cela, il faut un budget, il faut aider ces étudiants qui ont la capacité de prolonger, d'aller dans la recherche. Aujourd'hui, nous avons une fierté, le professeur Mouyembe. Mais c'est un humain. C'est un humain qui un jour sera appelé à quitter la terre des hommes. Qui va le remplacer? C'est vrai, il a autour de lui quelques jeunes médecins qui l'encadrent. Mais il faut un moyen, il faut un accompagnement de l'État. Ce sont des questions comme ça qui doivent aussi faire partir des débats lors d'un mandat. Mais malheureusement, chez nous, on est là, le mandat commence, directement on commence à poser les questions des élections. Directement, c'est d'abord la CENI, directement, c'est d'abord la loi électorale. C'est bien, c'est vrai, c'est important. Mais moi, j'aimerais qu'à côté de ça, qu'il y ait aussi des questions sociales. Le tourisme, par exemple. Quand je viens ici à Lubumbashi, le climat, c'est un beau climat. Quand je vois les images de Tanganyika, le lac Tanganyika, pourquoi ne pas développer ce tourisme-là? Le grand fleuve Congo, Luala, Balasous, aujourd'hui, dans quel état? Tout ça sont des questions qui peuvent, n'est-ce pas, aussi aider le pays à maximiser les recettes dans le budget national. Ça devrait préoccuper, à mon sens aussi, tout un mandat, tout Congolais que nous sommes. Mais bon, quand on se limite seulement à des guerres, à des politiques, à des repositionnements politiques, ça donne ça, c'est la population qui continue à souffrir et c'est quand même assez regrettable. Alors, honorable, nous sommes arrivés presque à la fin. Une petite question ou un petit commentaire par rapport à Minembwe qui soulève aujourd'hui beaucoup de polémiques. Est-ce que vous avez une petite analyse à faire par rapport à cette suspension de l'installation de cette communauté-là? Bon, en fait, l'analyse peut être faite à plusieurs niveaux. En tant que juriste, je peux avoir une analyse précise. Il y a eu un décret du Premier ministre qui a créé les communes. Il y a eu un décret de suspension. Il y a eu un décret de levée de suspension. Il y a eu des actes posés au niveau de la province. Et il y a eu la parole du chef de l'État. C'est une parole, ce n'est pas un acte juridique comme tel. Donc il a fait une promesse, on attend voir. Ça c'est une lecture en tant que juriste, en tant qu'intellectuel. Mais il y a aussi une lecture en tant que Congolais, une lecture je dirais sociologique. Il me semble qu'il y a un problème. Je n'ai jamais été à Minembwe, mais quand j'entends parler, je lis à gauche, je vois les interventions de nos frères congolais qui viennent de là. Ils étalent un problème qui existe du point de vue social. Ce problème-là, il faut le régler. Il faut le régler. Il faut le régler et il faut le régler sans passion. Ce qui est vrai, c'est que le Congo, il y a cette volonté à garder le pays dans les limites qui sont les siennes aujourd'hui. Ça, c'est une volonté que tout Congolais affiche. Il faut veiller sur ça. Donc, je crois que la lecture qu'on doit faire, elle doit tenir compte non seulement des paramètres juridiques, les différentes ordonnances, les différents actes posés, mais également et aussi des paramètres sociologiques. Parce que c'est vrai, aujourd'hui, il y a des morts. Il y a des morts qu'on enregistre là-bas, il y a des violences. Mais il faut chercher à savoir pourquoi. Et quand on le sait, chercher à résoudre pour permettre la cohabitation pacifique de nos différentes populations. Donc personnellement, je crois qu'il y a une interpellation qui a été lancée à l'endroit du ministre de la décentralisation. Il y aura une plénière sur ça. Nous allons poser les questions. Il y aura des réponses. Et aussi, au vu de ces réponses-là, nous saurons quelle décision prendre. Mais n'ayant pas tous les paramètres, toutes les données sur la question, je ne peux pas rapidement conclure. D'accord. Nous vous donnons maintenant l'occasion de conclure néanmoins pour cet entretien. Un petit résumé ou un petit message par rapport à cet entretien de ce soir. Bon, c'est vous remercier encore une fois, renouveler la volonté que nous avons, celle de porter la voix du Congolais, du Congo profond au niveau de la capitale. Parce que moi, j'ai toujours considéré que la raison fondamentale de mon accession à l'hémicycle, c'est que la voix du Congolais qui vit dans les fins fonds au Manono, dans les fins fonds à Njinji, au Kassai, dans les fins fonds à Boudjala, dans les fins fonds du Congo, soit aussi entendue.
Parce que qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Je suis à Kinshasa, je suis ministre, je suis président, je suis premier ministre. Je prends une décision sans tenir compte des impacts sur l'économie de cette maman qui vit au fin fond. La question des téléphones ici. Les gens n'imaginent pas l'importance d'un petit téléphone de 10 000 francs. Un téléphone contrefait entre les mains d'une maman au village de 10 000 francs. Grâce à ce téléphone, il a accès au service de monnaie électronique pour se prendre en charge. Vous allez boucher son téléphone parce que c'est un téléphone contrefait. Mais vous imaginez un peu la misère, les déboires que vous créez dans une famille au village. C'est ça mon travail. Voir ce qui se passe dans le village et aller dire à l'autorité au niveau de Kinshasa, ce que vous faites n'est pas bien. Il faut revenir à la raison. Je crois que nous avons assez d'énergie pour le faire. Nous continuons à le faire. Et aussi aux autorités de ne pas être insensibles. Quand la population crie, l'autorité doit réagir. J'ai toujours dit aujourd'hui, il y a des morts ici. J'ai suivi récemment, même ici à Lubumbashi, il y a eu des morts. Il faut qu'il y ait une réaction. Il faut qu'il y ait une démarche de l'autorité, non seulement au niveau de la province, mais aussi au niveau national, pour mettre fin à ça. Non seulement en tuant, pour repousser, mais essayer de comprendre les raisons et rencontrer ces préoccupations-là, pour que la paix règne effectivement et la sécurité, pour permettre le développement de notre pays. Merci, honorable. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cet entretien ou de ce magazine Questions directes de ce soir. Nous vous retrouvons la semaine prochaine pour un autre numéro de Questions directes. Merci.